à ces incendies de se développer. Et est-ce que les conditions météo sont en train de s'améliorer? Alors, jusqu'à lundi, mardi, on va rester avec ces fortes chaleurs, surtout ce week-end, hein, samedi, dimanche, on va rester quasiment dans les mêmes valeurs, hein, 45, 47 degrés dans le Sahara, 30 à 35 degrés sur le nord de l'Algérie. Et puis, à partir de mercredi, là, il semble que les modèles météo annoncent un changement qui va amener des conditions un peu plus favorables. On va retrouver des températures autour de 25 degrés sur le littoral algérien et entre 30 et 35 degrés. Ce sera plus conforme à ce qu'on est habitué à voir dans cette saison. Et en termes de vent également, parce qu'on sait que ça complique la tâche des pompiers à partir du moment où il y a beaucoup de vent et forcément ça attise les flammes. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet-là? Alors, dans un premier temps, les conditions anticycloniques donnaient des vents plutôt faibles, donc ça limitait la propagation. En revanche, les vents sont, avec cet anticyclone qui va partir, et bien on va retrouver des conditions venteuses un peu plus défavorables, en tout cas, à cette situation, et qui malheureusement ne va pas aider le travail des pompiers sur place. Merci beaucoup Patrick Marlieur. On vous retrouvera un petit peu plus tard dans l'émission à 19h40. Voilà, je cherchais l'heure précisément pour parler de cette vague de chaleur en France et voir un petit peu les températures du jour et ce qui nous attend aussi pour ce week-end. À tout à l'heure et merci d'être avec nous sur BFM. Il est 19h. Bonsoir à tous, bienvenue. À la une ce soir, il avait baptisé son opération la révolution des chocolats. Une figure du complotisme a été arrêtée ce matin dans le Loiret. Cet ancien gendarme et parachutiste militaire se rendait dans les brigades de gendarmerie avec des boîtes de chocolat pour convaincre les gendarmes à se soulever contre le gouvernement. Toujours là et plus nombreux, les antipasses de retour dans la rue. Demain, 250 000 personnes attendues selon les services de renseignement. Le mouvement prend de l'ampleur, la contestation plus vive dans le sud. Pour quelles raisons? On verra ça. Vous entendrez également des témoignages bouleversants de patients à l'hôpital d'Ajaccio. Parmi eux, Laurent, 33 ans. En bonne santé, il se croyait à l'abri. Il a été admis en réanimation. Il raconte son expérience et ses regrets. Et puis la bataille contre les fake news. L'heure n'est plus au doute, dit Olivier Véran. Le gouvernement lance la riposte sur les réseaux sociaux pour contrer ces fausses informations. Mais d'où viennent-elles? Comment se répandent-elles? Et comment tombe-t-on dans le piège? On décrypte le phénomène avec un complotiste repenti. D'abord, donc, cette information BFM TV, une figure du complotisme a été arrêtée ce matin dans la Loire, à Sorbier. Son profil interpelle puisqu'il s'agit d'un ancien gendarme parachutiste militaire. Bonsoir Christian Doumergue. Vous êtes écrivain spécialiste des théories du complot, auteur de Au cœur des théories du complot, et Mathias Tesson du service police-justice de BFM TV qui est toujours avec nous en plateau. D'abord Mathias, de quoi est accusé cet homme? Alors en effet, il a 53 ans, il s'appelle Christian Maillot, c'est un ancien gendarme, ancien parachutiste. Et en fait, il était recherché dans le cadre de mandats d'arrêt délivrés par un juge d'instruction de l'Allier. La justice lui reproche en fait d'avoir adressé des courriers à des gendarmes, à des brigades de gendarmerie, des courriers dans lesquels il les encourageait à l'insurrection, à se soulever contre le gouvernement. Il s'était également directement rendu sur place au sein des gendarmeries pour être en contact direct avec ces militaires et il utilisait une technique assez étonnante. Il avait avec lui des boîtes de chocolat qui étaient donc destinées à ces gendarmes et tout ça pour les convaincre de se soulever et de désobéir au gouvernement. Une enquête avait été ouverte pour appel à la désobéissance des militaires. C'est dans ce cadre-là qu'il a été en effet interpellé ce matin par les gendarmes. Il était recherché depuis plusieurs mois et maintenant sa garde à vue peut durer jusqu'à 48 heures. Et que sait-on de lui, de son profil? Alors, il a 53 ans, je vous l'ai dit, ancien gendarme, ancien parachutiste. Sur Internet, il se faisait appeler Stan Maillot. Il avait donc un alias. Et en fait, sur le plan idéologique et politique, c'est un proche de cet homme-là que l'on voit à l'écran, en tout cas dont on voit le nom, Éric Fioril, qui est le président du Conseil national de transition. C'est un organisme qui appelle à renverser les institutions, qui appelait par exemple le 18 décembre dernier à marcher sur l'Élysée. Ce dernier, Éric Fioril, il est d'ailleurs mis en examen et incarcéré notamment pour port d'armes. Et en fait, Christian Maillot, cet ancien gendarme, il avait rejoint ce mouvement radical fin 2020, mouvement dont il semble donc partager allègrement les idées. Christian Doumergue, bonsoir, merci d'être en direct avec nous. Sur le profil de cet individu, un ancien gendarme militaire parachutiste, ça vous étonne ou pas tant que ça?
Non, alors il y a deux aspects, hein. Chez lui, il y a le côté insurrectionnel qui vient d'être évoqué. Donc ce côté-là est assez présent, hein, dans une certaine frange du milieu militaire ou du milieu de la gendarmerie par rapport à la situation en France actuellement. Après, il y a le profil complotiste qui est guère étonnant. Et alors le profil complotiste, lui, il va plus loin que le caractère insurrectionnel, hein, puisqu'il avait déjà été repéré pour des planification d'enlèvement d'enfants, puisque Stan Mayo affirme et affirmé sur plusieurs sites internet ou blogs qu'il avait créés qu'il y avait un vaste réseau pédosataniste qui menaçait certains enfants, et donc il avait ciblé des familles dont les enfants étaient a priori menacés, d'après lui. Et donc là, on est vraiment dans une rhétorique conspirationniste qui est la même que celle de l'affaire Mia, d'ailleurs, hein, qui avait impliqué Rémi Daillé, où on retrouve le même mariage en fait entre insurrection et théorie du complot, puisque avec Rémi Daillé, on était vraiment dans le même type de discours sur le réseau pédosataniste et sur la nécessité de faire tomber ce pouvoir corrompu. D'ailleurs, on retrouve cette même proximité avec le mouvement QAnon. De quoi il s'agit précisément quand on parle des QAnon ? Alors les QAnon, c'est un mouvement qui a émergé à la base aux États-Unis pendant la campagne présidentielle avec de Trump, et puis après avec une personne qui s'appelle Q, qui a commencé à inonder de messages certains sites conspirationnistes. QAnon, c'est Q anonyme, puisque cette source en fait n'a jamais divulgué son identité, et de là a émergé une sorte de mouvement à la fois complotiste et religieux, parce qu'il y a une très forte dimension religieuse. Le discours des QAnon, en fait, c'est que les grandes élites politiques, et notamment les élites démocrates américaines, appartiennent à une société secrète qui serait sous l'emprise en fait du diable, hein, puisqu'il y a vraiment une vision religieuse chez eux, et cette élite en secret commettrait des crimes abominables, des sacrifices d'enfants, ou en tout cas des violences sur les enfants. Et il y a eu tout un tas d'affaires aux États-Unis qui ont été centrées en fait autour de ce fameux réseau pédophile, hein, qui est dans toutes ces théories du complot, notamment l'affaire du Pizzagate, en fait, qui est une préfiguration de QAnon. Ouais. Où John Podesta, qui était le directeur de campagne d'Hillary Clinton, avait été accusé de faire partie d'un tel réseau. Et ce mouvement QAnon a affiché son soutien à Trump. Trump s'en est tenu un petit peu éloigné, évidemment. Et puis il a émané de QAnon différentes branches, en fait, qui ne s'appellent pas forcément QAnon, mais qui sont dans le même esprit, et notamment en France et en Europe, avec toujours ce même discours. On a des élites qui sont corrompues, on a ce qu'on appelle un état profond, en fait, c'est-à-dire que derrière les apparences, derrière les hommes politiques qu'on voit, se cache un état secret qui est aux mains d'une organisation satanique. Voilà, c'est ça le discours, en fait. Et est-ce qu'on peut mesurer l'ampleur de l'influence de ce mouvement dans la société, ou c'est difficile à estimer ? C'est difficile à estimer, parce que ce qui est compliqué, c'est que ça peut toucher en plus des mouvements qui ne sont pas forcément politiquement similaires à la base, hein. Ça peut toucher des mouvements religieux, ça peut toucher des mouvements politiques. C'est une idée en fait qui réactualise des vieilles théories du complot. Donc c'est pour ça aussi qu'elle se diffuse assez largement, parce que c'est une réactualisation contemporaine de vieux discours, hein. Ce réseau d'enlèvement d'enfants, on le trouve avéré en fait dès la Rome antique, hein, puisque les Romains accusaient les chrétiens d'enlever des enfants pour les sacrifier. Au Moyen-Âge, ça a été les Juifs qui ont été accusés de commettre comme ça des crimes rituels d'enfants à certaines périodes de l'année. Et puis progressivement, cette théorie a été reformulée au XIXe siècle. Bien avant le XIXe siècle, à l'époque de la chasse aux sorcières, c'était exactement la même théorie, hein, une conspiration des démonolâtres, donc qui enlevaient des enfants pour les sacrifier. Donc c'est quelque chose qui est très ancré mentalement, en fait, ouais, et qui régulièrement, à l'aune de crise sociétale, à l'aune de périodes difficiles comme celles que l'on traverse, est réactualisé par certains mouvements qui vont s'en servir de ciment, parce qu'en fait, c'est ce qu'il faut comprendre, ces théories-là. Ce qu'elles vont permettre, c'est de lever une armée de chevaliers blancs, en fait. Hein, voilà, on touche à des enfants. Donc, il y a des gens. Voilà. Ouais, c'est là où je voulais en venir, c'est la question du passage à l'acte. Parce que là, effectivement, on voit que cet homme, il est allé dans les brigades de gendarmerie, alors avec un procédé un peu particulier, hein, des boîtes de chocolat pour essayer de séduire les gendarmes. Mais en tout cas, le but derrière ça, c'était de susciter l'insurrection des gendarmes, de monter une espèce d'armée pour se soulever finalement contre le gouvernement. Est-ce qu'il y a déjà, quelle est l'ampleur de la menace d'un passage à l'acte chez ces complotistes, et est-ce qu'il y a un risque à un moment donné d'un terrorisme complotiste ?
Le risque, dès qu'on parle de radicalité dans la façon de penser, il existe. Après, il faut peut-être pas l'exagérer non plus, mais le passage à l'acte, ça dépend des personnes qui sont touchées par ces théories du complot. Évidemment, il y a des personnes qui vont rester mesurées, il y a des personnes qui peuvent avoir des profils psychologiques plus fragiles qui vont décider de passer à l'acte. Et c'est vrai que plus ces théories se diffusent, plus voilà, il y a un risque que certaines personnes entreprennent des actions violentes. Parce qu'encore une fois, on touche à des sujets très sensibles. Quand on touche aux enfants comme ça, comme ces théories des réseaux pédocriminels sataniques, on peut susciter des réponses extrêmement violentes parce qu'on dépeint quelque chose d'absolument odieux. D'ailleurs, Stan Mayo, en 2017, sous la gouvernance d'Hollande, avait accusé le gouvernement Hollande d'être sous l'emprise des Illuminati et tenait ce discours en disant que c'était un gouvernement qui commettait en secret des crimes contre les enfants et que donc il fallait passer à l'action. Donc cette idée d'insurrection chez lui et d'action, on va dire violente, elle est présente depuis un certain temps. Merci beaucoup à vous, Christian Doumergue, d'avoir été en direct ce soir sur BFM TV. On en vient à présent à ce nouveau samedi de mobilisation contre le pass sanitaire. Combien seront-ils dans la rue? Bien plus nombreux que le week-end dernier, si on en croit cette note des renseignements territoriaux qu'on a pu consulter. Bonsoir Jérôme Poirot, vous êtes ancien adjoint du coordinateur national du renseignement. Bonsoir Jad Zab, vous êtes essayiste, vous êtes auteur de Retrouver la République aux éditions du Cherche Midi. Bonsoir professeur Patrick Berche, vous êtes médecin biologiste, membre de l'Académie de médecine et ancien directeur général de l'Institut Pasteur de Lille. Et bonsoir William T. Vous êtes président du think tank Le Millénaire. D'abord, Jérôme Poirot, sur cette note des services du renseignement, des renseignements territoriaux qui désormais... qui de toute manière de samedi en samedi essaie d'anticiper un peu l'ampleur des manifestations. Là, ce que nous dit cette note, c'est que il devrait y avoir encore davantage de monde par rapport au samedi précédent. 250 000 personnes, on table à peu près sur ce chiffre-là. Est-ce que ça veut dire que ce mouvement, il est de nature à se pérenniser? C'est ce qu'explique la note aussi, c'est-à-dire que le renseignement territorial pense que le mouvement va se poursuivre tout le mois d'août et sans doute à la rentrée. On peut noter que demain, ce sera le 5e samedi de mobilisation. Et jusqu'à présent, les informations qui ont filtré émanant du renseignement territorial, ces informations ont toujours prédit à peu près ce qui allait se passer, tant en termes de nombre de manifestations, de manifestants, d'endroits en France où ces manifestations étaient organisées, et puis sur la composition des cortèges ou sur le niveau de violence qui pouvait être craint. Là aussi, de toute manière, ce que nous dit encore une fois cette note, c'est qu'on aura des cortèges plutôt hétéroclites, avec beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, encore une fois, qui vont manifester. Oui, c'est la grande particularité de ce mouvement, c'est-à-dire la grande majorité des manifestants sont des gens comme tout le monde, et puis il y a quelques éléments extrémistes, extrême droite, extrême gauche, une part qu'on a du mal à évaluer, mais enfin autour de 10% d'anciens gilets jaunes qui retrouvent dans ces manifestations l'occasion de se mobiliser. Donc c'est un mouvement très, très hétérogène, sans vraiment d'organisateurs, ce qui pose des problèmes potentiellement d'ordre public, puisque si la plupart de ces manifestations font l'objet de déclarations, il n'y a pas de service d'ordre, sauf peut-être pour le cortège organisé par Florent Philippot. Donc même si le dernier samedi a été beaucoup moins violent que le précédent, et si les choses semblent être relativement calmes, il y a une crainte légitime que le premier débordement puisse vite dégénérer, faute d'un service d'ordre entre les mains des organisateurs. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'expliquent aussi les renseignements dans cette note pour expliquer en partie la progression de samedi en samedi. C'est aussi parce que ça se passe plutôt bien, c'est plutôt pacifique. On n'a pas des violences comme on a pu les voir au moment des Gilets jaunes sur certains samedis de manifestation. Donc ça incite les familles à venir dans la rue avec les enfants. Oui. Il y a 15 jours, il y avait eu un certain nombre de violences, à la fois à Paris et dans certaines villes de province. Donc à Paris, plusieurs membres des forces de l'ordre avaient été blessés. Il y avait eu plusieurs dizaines d'interpellations en France. Et puis, rappelez-vous, il y avait eu, je crois, à Montpellier, dans une ville du sud de la France, une tente devant une pharmacie qui avait été saccagée. Donc il peut y avoir aussi ces violences en fait d'opportunité. Les manifestants, à un moment donné dans le cortège, peuvent être plus énervés qu'à un autre moment. Donc les choses peuvent partir assez vite. Et puis il y a, indépendamment des potentielles violences dans les manifestations, toutes les violences qu'on trouve en dehors de ces cortèges, notamment les menaces de mort dont sont victimes de plus en plus des médecins, des pharmaciens, des députés, et cela depuis plusieurs semaines. Professeur Patrick Berche, effectivement, on a vu des pharmacies qui ont été prises pour cible au cours de ces cortèges, même si,
on disait ça reste globalement calme, hein, c'est des incidents qui restent en marge, mais malgré tout, le symbole, il est fort. Et pour les personnes qui subissent ces agressions, c'est extrêmement violent. Comment vous appréhendez cette manifestation? Quel regard, vous, le médecin, vous portez sur ces gens qui vont manifester parce qu'ils refusent le pass sanitaire et pour certains la vaccination? Je crois qu'il faut qu'on fasse des efforts, encore des efforts, pour convaincre les gens de se vacciner. Et que le pass sanitaire, j'ai été plusieurs fois dans des restaurants ces derniers jours, ça prend exactement 5 secondes. Hein. Il faut dire les choses, c'est vraiment très très simple. Hein. Alors pourquoi? Écoutez, on a des exemples dans la vraie vie. Aller aux Antilles, 15%, il y avait 8% au début du mois de juillet, actuellement on est dans les 20%, de vaccinés, et c'est catastrophique. Avec aucune mesure barrière. Il n'y avait aucune mesure barrière. C'était la fête permanente. Voilà. Et tandis qu'en France, on a une augmentation des contaminations, mais le système de santé semble... il y a 1600 personnes en soins critiques et réanimation, Ouais. et puis 28 000 contaminations, et il semble qu'on arrive à... Il n'y aura pas la situation catastrophique qu'il y a actuellement aux Antilles. Mais où ça a pêché? Parce que dans ces manifestants, il y en a qui sont opposés à la vaccination par idéologie, mais il y en a d'autres qui ont peur, qui ont plus peur du vaccin que de la maladie. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on diffusait un reportage en immersion à l'hôpital d'Ajaccio, et on avait une patiente de 39 ans qui a été hospitalisée, donc qui a développé une forme grave. Et malgré tout, elle nous disait non. Je ne suis pas encore prête à franchir le pas de la vaccination. Comment vous l'expliquez? Où est-ce qu'on... Là, je dois dire que les fake news, ils sont pour quelque chose. C'est-à-dire qu'on entend les vaccins ne marchent pas, on mélange la protection, vous ne faites pas la maladie, avec la contagion, vous pouvez être vacciné. Malheureusement, vous pouvez transmettre avec le virus Delta, mais vous êtes protégez vous-même et vous protégez votre entourage. Et donc les fake news disant que le vaccin est dangereux, écoutez, il y a eu un communiqué de l'Académie des sciences, de l'Académie de médecine, de l'Académie de pharmacie, disant que les vaccins ARN n'ont aucun danger, pour une raison que l'on connaît. On les utilise depuis 10 ans. Il y a eu un vaccin anti-Ebola, des vaccins contre ARN contre les cancers, etc. Donc on a du recul. Alors les fake news, c'est de dire c'est des vaccins tellement nouveaux. Alors fallait-il attendre 10 ans après la pandémie pour les utiliser? Faut-il les utiliser maintenant, en sachant qu'on a quand même du recul sur les vaccins ARN? Ces vaccins n'ont aucun danger à moyen terme. On n'a aucune preuve de cela. C'est un fantasme. Et ce discours que vous tenez, d'ailleurs, on voit, il imprime de plus en plus dans la société parce qu'il y a un vrai mouvement vers la vaccination. Il y a de plus en plus de sceptiques qui franchissent le pas. C'est ce qu'on note dans les centres de vaccination où on a de nouveaux profils, des gens qui voulaient pas trop y aller et puis finalement, ils y vont, ils vont se faire vacciner. Comment on explique, Jad Zahab, que la courbe de vaccination, elle progresse et parallèlement, les manifestations des antipasses augmentent aussi de samedi en samedi? Alors, ce qui est certain, c'est que vous l'avez rappelé, le mouvement de la semaine 1, on était à 114 000, la semaine dernière à 230 000, ça a plus que doublé en 4 semaines, donc il y a une réalité, c'est qu'une partie du pays doute. Une partie des gens d'ailleurs qui sont dans les manifestations, qui sont essentiellement des gens qui sont contre le pass sanitaire, une partie de ces gens-là est allée se faire vacciner. Je discutais avec des soignants qui expliquaient qu'ils recevaient du public qui était contre le pass sanitaire, contre la vaccination, mais qui finalement, parce qu'il y a des contraintes et qu'à l'automne les tests vont être payants et que donc il va falloir payer de sa poche, entre guillemets, les tests, eh bien ils vont se faire vacciner. Mais il me semble que ce qui explique le fait que ce mouvement perdure, c'est parce qu'il permet une convergence des motifs. Et en fait, au moment des Gilets jaunes, on pensait avoir répondu à la crise en se disant ça y est, c'est terminé, mais il me semble qu'en fait, on a répondu aux symptômes. Il y a eu des mesures économiques, mais on n'a pas répondu aux causes profondes. Et donc, ce qui est certain, c'est qu'il y a une partie de la population qui doute, très légitimement. Et donc là, pour les politiques, il ne faut pas minorer ce mouvement, sans pour autant l'extrapoler. Ouais. Mais ce qui permet qu'il y ait une convergence, c'est que beaucoup de gens qui sont là contestent en réalité la parole politique, le chef de l'État, le gouvernement. Il y a une crise de confiance démocratique. Et donc, on voit d'ailleurs apparaître aussi, on le voit dans la carte des vaccinés, une fracture entre les milieux urbains et les milieux ruraux, entre la ville et les campagnes. Et donc, cet été-là, est très propice à faire réapparaître ce mouvement-là. Et le pass sanitaire, outre les gens très, j'allais dire, très dignes et très légitimes qui doutent et auxquels il faut répondre, ce pass sanitaire est aussi l'occasion de cristalliser des causes un peu plus profondes. On va écouter d'ailleurs dans un instant la réaction d'Olivier Véran vis-à-vis des antipasses. Mais avant, William T, la mobilisation s'étend dans la rue, mais est-ce qu'elle s'étend dans l'opinion ? Dans l'opinion, ils ont gagné environ 7 points en 3 semaines. Au début de la manifestation, le nombre de soutiens était d'environ 30%.
Et aujourd'hui, il est entre 37 et 40. 50% sont contre la mobilisation et 10% sont indifférents. La difficulté. Et comment on l'explique alors justement? Il y a de plus en plus de gens qui sont moi, je pense en fait que la manifestation a muté en fait entre la première manifestation et celle de maintenant, parce qu'en fait la première manifestation, quand on regardait la carte de mobilisation, la carte sociologique de ceux qui soutenaient la manifestation, c'était ceux qui étaient c'était la même carte que celle du Monde sur la question de la fracture vaccinale, entre la fracture sociale, territoriale et générationnelle. Maintenant, elle est en train de muter dans la mesure où des vaccinés se joignent aux manifestants à cause de 3 éléments perturbateurs. La question de la discrimination et de la rupture d'égalité entre la France des vaccinés et celle des non-vaccinés. Et on sait depuis Tocqueville que la rupture d'égalité est cause de mobilisatrice très forte en France depuis 200 ans. On regarde le nombre de mobilisations. Le deuxième point, c'est la question de la vaccination des enfants. Ça a cristallisé les gens. Après l'adoption du pass sanitaire, c'est la déclaration de Jean-Michel Blanquer sur la question du protocole sanitaire dans les écoles. Ça a cristallisé les familles en fait, qui se joignent aux manifestations. Et le troisième point, c'est la question des licenciements. Et en fait, une partie des gens se sont joints aux mobilisations, non pas sur le prétexte du pass sanitaire, mais sous le prétexte du motif social. Et en fait, la difficulté qu'a Emmanuel Macron, c'est que maintenant, c'est quasiment plus une manif. Enfin, en tout cas, ça va durer jusqu'à fin août, mais à partir de septembre, je pense que ça va muter. Ce sera plus une manifestation anti-pass sanitaire, ça va être une manifestation anti-Macron, auquel les gens en fait, vont profiter de la manifestation comme prétexte. C'est aussi pour ça qu'Emmanuel Macron a rétropédalé sur l'histoire du contrôle technique des 2 roues pour éviter l'agglomération des luttes. Et en fait, la difficulté, et on le voit déjà depuis 1 à 2 semaines, c'est qu'en fait, des gens se joignent aux mobilisations sous prétexte du pass sanitaire, mais en fait, ils en profitent, comme lors de la réforme des retraites, certaines professions pour réclamer de l'argent, entre guillemets, ou des droits politiques et sociaux. Cette mobilisation, elle mute de samedi en samedi. Elle va muter de samedi en samedi. Et moi, je pense, il faudra regarder la carte, je pense qu'elle peut atteindre une amplitude très importante avec ceux qui vont joindre, moi je les appelle les cathos tradis conservateurs, ceux qui ont manifesté contre la manif pour tous. Et en fait, on va le regarder, si mon pari tient, ça va être les familles qui vont se battre pour le droit des enfants à disposer de leur corps, etc. Ouais. Et en fait, on va le voir sur la carte des mobilisations avec une partie de l'ouest du Pays de la Loire et une partie de l'ouest de la région parisienne qui va joindre de manifestations à partir de septembre, quand ils vont revenir de vacances, en fait. Jérôme Poirot, vous vouliez réagir ? Non, pas particulièrement. Enfin, je vous avais vu j'écoutais l'autre invité avec beaucoup d'attention. Oui. Pour les enfants, il faut rappeler quand même qu'il y a 12 vaccinations obligatoires pour les enfants et qu'elles sont à 100% utilisées. Et ça fait, ça fait disparaître la rougeole, ça fait disparaître la poliomyélite et beaucoup d'autres maladies. Donc, je vois pas, c'est pas choquant. Je vous signale qu'en Israël, la vaccination va être utilisée chez les enfants à partir de 3 ans. Donc, si on est en face d'une crise sanitaire sans précédent, si on veut avoir des confinements, etc., il ne faut pas se vacciner. Et si on veut vraiment sortir de cette crise sanitaire, c'est-à-dire vivre avec le virus, en ayant une vie pratiquement normale, évitant le chômage et la crise sociale, eh bien, il faut se vacciner. Le regard de l'exécutif dessus, sur ce mouvement des antipasses, il y a comme un agacement. Écoutez Olivier Véran hier depuis la Martinique. Vous avez des gens qui se mobilisent contre la vaccination, dont on parle beaucoup, et en mon sens beaucoup trop, et c'est pareil en métropole. Vous avez 200 000 personnes qui ont manifesté un samedi pour dire qu'ils ne voulaient pas du vaccin, avec des pancartes extrêmement bariolées et des motifs parfois extrêmement douteux, permettez-moi de le dire, voire complètement crades. C'est pas le cas de tout le monde, mais on en a vu beaucoup. Mais dans la même journée, vous avez 2 ou 3 fois plus de gens qui font la queue pour se faire vacciner en centre de vaccination. C'est cette population-là qui aujourd'hui en responsabilité se protège et protège les siens. Bon, Jadzab, on sent le ministre irrité. Alors c'est vrai qu'il est médecin aussi, il venait de sortir du CHU de Fort-de-France, il a vu des jeunes en réanimation, il a vu des enfants d'ailleurs en réanimation, c'est ce qu'il disait. Le message en substance là, de ce ministre de la Santé en colère, c'est de dire, voilà, vous pouvez manifester autant que vous voulez, mais nous on ne cédera rien. C'est un peu ça le message ? Mais il est dans son rôle de membre du gouvernement, d'insister plutôt sur les personnes qui se font vacciner, qui sont en très grand nombre et parfois beaucoup plus que les manifestants. En revanche, ça me rappelle un peu les premières semaines des mobilisations des Gilets jaunes. Ça a commencé en octobre et l'exécutif et toute la classe politique d'ailleurs avaient tardé un peu à l'allumage à considérer ce mouvement des Gilets jaunes pour ce qu'il était, c'est-à-dire pas uniquement des gens qui étaient contre une taxe, mais des gens qui disaient quelque chose de la citoyenneté, de l'état de la démocratie et de leur sensation profonde d'être oubliés. Et donc le risque pour le gouvernement, mais comme pour tous les politiques, c'est de ne pas grossir ce mouvement, de ne pas l'extrapoler parce qu'en effet, il y a peut-être 200-230 000 manifestants, il
il y avait la semaine dernière 237 000, il y a parfois jusqu'à 800 000 vaccinés par jour. Mais dans le même temps, la dynamique arithmétique montre qu'il y a une prise dans la société. Et je trouve que ce genre de prise de parole, même si je le comprends parce qu'effectivement, il sortait d'un hôpital et les Antilles sont dans un état sanitaire dramatique, ce genre de prise de parole peut renforcer la détermination d'une partie des mobilisations qui pourraient recevoir ce discours-là comme quelque chose comme un affront et qui pourrait se radicaliser encore plus. Le chemin de crête est très fin et il faut y faire attention. William T, ce que vous disiez aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a un mix de plusieurs colères en fait qui s'agrègent autour de ce mouvement. Et là, il y a peut-être aussi une volonté du gouvernement de réduire cette mobilisation uniquement aux antipasses et de ne pas voir la colère qui entoure de façon plus générale cette contestation vis-à-vis de l'exécutif. Ce que doit absolument éviter l'exécutif, c'est d'éviter ce qui s'est passé pour la réforme des retraites, d'avoir toutes les professions qui défilent, et pour éviter déjà d'une part, parce que le budget de l'État ne pourra pas tout payer, toutes les revendications, donc on n'a pas les moyens, et deuxièmement, surtout, c'est à un an de l'élection présidentielle, ils ne peuvent pas se permettre ça. Sur la question de la mobilisation et sur la question du discours d'Olivier Véran et du gouvernement, je pense qu'ils sont dans une phase qui est critique, parce qu'en fait, ils sont dans un entre-deux avec deux objectifs contradictoires. D'ici fin août, leur objectif, c'est d'atteindre 50 millions de primo-vaccinés pour avoir une couverture vaccinale de 75%, ce qui permettra d'éviter, si on suit la même courbe que le Royaume-Uni, tout confinement entre fin septembre et début octobre. Mais dans le même temps, plus on tient un discours ferme et qui fonctionne. Quand on regarde la courbe de vaccination en Seine-Saint-Denis, c'est un des départements qui était le moins vacciné. Aujourd'hui, c'est un des départements les plus vaccinés, à plus de 80% de vaccination aujourd'hui. 10 millions d'injections depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Mais ce qui fonctionne en termes de mobilisation pour les gens qui aillent se faire vacciner, ça marche aussi dans l'autre sens, dans les gens qui se joignent dans les cortèges. Et en fait, la difficulté, c'est qu'en fait, la question de verticalité, fermeté d'un côté, n'est pas compatible avec la question d'empathie pour gérer les manifestants. Donc je pense qu'ils ont prévu une temporalité qui est double, et Emmanuel Macron et Olivier Véran sont en train de le faire. D'une part, parce qu'ils ont assoupli la question des tests PCR de 48 à 72 heures, donc ils savent qu'il se passe quelque chose. Donc je pense que d'ici fin août, ils vont tenir un discours qui est très ferme. Et à partir de fin août, en fonction de l'état de la mobilisation et en fonction si d'autres cortèges se joignent, ils changeront de discours. Nous, on a listé à peu près 4 types de personnes qui peuvent s'agglomérer et qui sont des cas de véritables risques. Un, ce sont les professions que j'ai parlé, professions sectorielles qui fassent des revendications précises, policiers, etc. Les deuxièmes, c'est les jeunes et les étudiants, si le protocole sanitaire est activé dans les collèges, lycées, plus les facs. Troisième point, sur les artisans commerçants qui sont la catégorie qui soutient le plus les manifestations. Et quatrième point, sur les familles que j'ai appelées catho-tradis, donc principalement de l'Ouest, qui soutiennent la manif pour tous, etc. Bon, à la fois chez les jeunes, Caroline Dieudonné du service santé nous disait qu'il y avait une forte adhésion de la vaccination chez les jeunes, avec des taux de vaccination très importants, à 75% chez les 18-24 ans, qui ont déjà reçu au moins une dose. Parce que la vaccination, c'est la liberté. La vaccination, c'est la liberté. Les jeunes autour de moi, c'est ce qu'ils ont compris. Les jeunes l'ont entendu. Merci beaucoup. On est en train de me crier dans mon oreillette parce que je dépasse les temps. Alors, on va s'arrêter là. Restez avec nous dans un instant. La bataille contre les fake news. On sera avec un complotiste repenti qui nous expliquera et qui nous décryptera le phénomène. À tout de suite. Retrouvez vos jeux préférés où vous voulez sur l'appli FDJ. À télécharger maintenant. Chez Kabaya, on sait que vous n'êtes pas des moutons. Bah oui, vous êtes unique. Alors on a créé des sacs à dos qui vous ressemblent, qui s'adaptent à vos envies et qui durent toute la vie. Avec Kabaya, soyez libre d'être vous. Alors à tout de suite sur kabaya.fr. Autohéros, achetez votre voiture d'occasion en ligne et profitez de notre vitrine virtuelle confortablement depuis chez vous. Vous commandez, Autohéros livre gratuitement la voiture que vous voulez, là où vous voulez. Et vous achetez en toute sécurité avec le retour sans frais sous 14 jours. Autohéros. Collectionnez les voitures des plus grands champions du WRC, fidèles aux modèles originaux et découvrez leur histoire. Le numéro 1, la Ford Fiesta WRC de Sébastien Ogier, 9,99 € seulement. Les conseillers Safety voient l'immobilier en plus grand. Ont une meilleure écoute et toujours plus de bons conseils. Safety, ça le fait. Luc de Christie. Découvrez son nouveau single My Heart and My Soul. Luc de Christie. Son nouveau single My Heart and My Soul. Disponible sur toutes les plateformes. Chaque génération a ses nouveaux conducteurs. Chez Ornicar, nous vous assurons dès le premier jour. Et nous restons à vos côtés le jour d'après.
Et celui d'après. Et celui d'encore après. C'est parce que nous vous connaissons depuis vos débuts qu'Ornicar lance une assurance auto, simple et transparente, à partir de seulement 12 € par mois. Ornicar, la conduite en toute sérénité. Cet été, je veux juste me détendre. Ok, me détendre et peut-être courir. Mais surtout me détendre. Et courir. Et me remettre à nager. Donc me détendre, courir, nager et grimper au sommet d'une montagne géante. Me détendre, courir, nager, grimper et renverser un gros pneu tracteur. Ok, me détendre, courir, nager, gravir une montagne, renverser des pneus et devenir ceinture noire de taekwondo. Bon, tu veux toujours te détendre? Les incroyables Carrefour. Inspirés par vous, créés par nous. Mes enfants ont une passion par jour. Aujourd'hui le skateboard, demain les animaux et après-demain, j'en sais rien. Les chaussettes de foot avec le cahier de maths, c'est plus possible. Avec tous ces bouquins, ma fille a le dos en miettes. Ce serait cool d'avoir un sac qui range ma chambre. Vous allez vraiment créer un sac qui reprend toutes nos idées? Eh oui, enfin, presque toutes. Grâce à vous, nous avons créé le premier sac à dos personnalisable, économique et durable à retrouver à 15,90 € chez Carrefour. 15,90 € seulement. Vous voulez tous un monde plus juste, vous voulez tous un monde moins cher et vous voulez tous un monde plus proche. Bon, vous voulez tous un monde nickel, quoi. Alors c'est simple, il suffit d'entrer chez un buraliste. On est déjà 2 millions d'heureux à avoir trouvé notre compte. Nickel, un compte, une carte, un RIB en 5 minutes. Rejoignez le mouvement. Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie. C'est bien ici. Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail. C'est bien ici. Et il adore nager. C'est bien ici. C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur. Et c'est bien ici. Pour une recherche immobilière innovante par vie de quartier et temps de trajet, bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement. Ça, c'est Marc. Ça, c'est son jardin. Joli, le jardin. Et ça, c'est sa borne anti-moustique connectée Kista qu'il peut contrôler avec ça pour que dans son jardin, il y ait beaucoup moins de ça grâce à ça. Du coup, Marc est content et nous aussi. Rendez-vous sur kista.com. Emma, le matelas pour tous. Ni trop ferme, ni trop souple. Pour un réveil plein d'énergie. Essayez-le pendant 100 nuits, livraison et retour gratuit. Commandez-le dès maintenant. Dormez mieux, dormez heureux. Emma.fr. Quand on perd un enfant, il y a cette question qui revient. Pourquoi? On peut invoquer le destin, mais on peut aussi décider que ce jour-là, il ne soit pas mort pour rien. Et faire en sorte que finalement, ce soit la vie qui gagne. Oui, tout à fait. Bien sûr. Vous avez passé une bonne journée? Plutôt calme. J'ai vu ça, oui. Bibox Fibre avec Wi-Fi 6. Profitez du meilleur des Wi-Fi partout dans la maison. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom. Quand j'avais 8 ans, mon père et moi avons changé de vie. C'est avec lui que j'ai travaillé la vigne pour la première fois. Il m'a appris à comprendre la nature. Parfois injuste. Mais on a toujours pu surmonter ces épreuves. Ensemble. C'est ce que j'ai vécu avec mon père et les valeurs qu'il m'a transmises, qui m'ont fait choisir ce métier. Conseiller Groupama. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Repartir, redécouvrir, revivre. Renault.
La suite de BFM Soir, bienvenue si vous nous rejoignez. On parle de cette offensive foudroyante des talibans en Afghanistan. Chaque jour, de nouvelles villes tombent dans leur escarcelle. Le mouvement islamiste se rapproche dangereusement de Kaboul, la capitale. Bonsoir Anthony Bélanger, vous êtes éditorialiste politique international BFM TV. Mais avant de vous donner la parole, on va tout de suite filer à Washington, retrouver Pauline Simonet, notre correspondante. Bonsoir Pauline. Accélération des mouvements qui a poussé les États-Unis à évacuer leurs ressortissants et leurs diplomates. Oui, effectivement, face à cette avancée fulgurante des talibans et puis les pronostics qui ne sont pas bons, hein. Les renseignements américains s'attendent à ce que Kaboul tombe très prochainement. Eh bien, les États-Unis ont décidé non pas de lancer de nouvelles frappes, mais d'évacuer leur personnel diplomatique de l'ambassade de Kaboul. Ils appellent également tous les ressortissants américains à quitter le pays au plus vite. Et puis, il y a également des vols quotidiens qui sont mis en place pour évacuer les interprètes afghans et tous les auxiliaires afghans qui ont aidé les Américains pendant des années et qui sont menacés maintenant de représailles de la part des talibans. Alors comme il n'y a plus que 650 hommes, 650 soldats américains sur place, Washington a décidé d'envoyer 3000 hommes en renfort sur place pour sécuriser cette opération d'évacuation à l'aéroport. Mais le Pentagone assure que tous ces hommes seront bien partis comme prévu au 31 août, comme le reste de la coalition internationale. Mais tout ça, ça se passe un peu de manière chaotique et évidemment, ça crée des tensions avec les alliés. Les Britanniques ont émis des critiques et puis une réunion de l'OTAN a été convoquée. Mais pour l'instant, Joe Biden persiste et signe. Ce retrait, il se fera jusqu'au bout, malgré les signes très inquiétants et l'avancée des talibans sur Kaboul. Pauline Simonet, on revient vers vous dans un instant. Anthony Bélanger, avant d'évoquer le contexte de cette progression, déjà un état des lieux, quelle est l'ampleur des territoires qui sont ce soir sous contrôle des talibans? J'hésite presque à vous répondre parce que entre ce matin où je suis sur votre plateau, ils étaient à 150 km de Kaboul, ces talibans, ils sont aujourd'hui à 50 km. On sait grosso modo que la moitié des districts d'Afghanistan sont passés sous leur contrôle, étaient ou sont passés sous leur contrôle, que la moitié des capitales régionales, il y en a 34, une quinzaine, sont désormais sous leur contrôle, que des villes aussi importantes que Kunduz, Kandahar, Herat sont passés sous leur contrôle, encore une fois, et Herat et Kandahar, c'était il y a 24 heures à peine. En fait, il reste 3 grandes villes qui échappent encore au contrôle des talibans, Mazar-e-Sharif, Jalalabad, qui sont toutes les deux assiégées déjà, et donc Kaboul, la capitale, et ses 6,5 millions d'habitants, le grand Kaboul, on va dire. Hein. Elle est inéluctable, leur prise de pouvoir? Alors, ce qui est inéluctable, c'est qu'ils, grosso modo, finiront de prendre le reste des capitales, enfin des grandes villes. On sait déjà d'ailleurs que l'armée se débande, l'armée afghane, qui avait été pourtant formée pendant 20 ans par les Américains, se débande. On sait aussi que les gouverneurs, les forces de sécurité, les forces de police sur place, eh bien, donnent les clés des villes qui sont censées contrôler directement aux talibans, après avoir négocié l'espèce de sauf-conduit pour pouvoir ne serait-ce qu'échapper à la mort, tout simplement. On sait que beaucoup de soldats désertent, de soldats afghans, de l'armée officielle afghane désertent, non pas pour rejoindre forcément les talibans, mais en tout cas pour ne pas les combattre devant l'avance, une avance qui est absolument fulgurante. Il y a encore une semaine de ça, je pouvais discuter éventuellement d'une possibilité de contre-offensive de la part des troupes de l'armée afghane. Aujourd'hui, c'est impossible de le dire. Je pense que la chose qui peut se passer, c'est que Kaboul ne soit pas prise par les armes, mais soit assiégée pendant 1, 2, 3, 4, 5 jours, et ça c'est dans le meilleur des cas, et que le gouvernement négocie tout simplement la reddition de Kaboul afin Donc que... ça voudrait dire un retour au pouvoir des talibans en Afghanistan. De toute façon, c'est le but des talibans depuis maintenant une semaine et demie. Que veulent-ils en fait? Ils veulent humilier les Américains. Ils veulent reprendre le pouvoir avant le 31 août, date fixée par Joe Biden pour partir entièrement d'Afghanistan, et surtout avant le 11 septembre. En fait, ils veulent que les 20 ans du 11 septembre 2001 se passent avec les talibans au pouvoir, alors qu'ils avaient été chassés, souvenez-vous, quelques mois après ces fameux attentats du World Trade Center. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment on explique cette progression fulgurante? D'où ils tiennent ces ressources, cette armée pour avancer comme ça? Bonne question, mon capitaine. Eh bien, ça fait des années qu'ils la bâtissent. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont assez rapidement repris le sud Pashtun, qui est un peu leur terrain de jeu. Enfin, en tout cas, l'endroit où ils sont originaires. Et puis, ils ont une profondeur stratégique. Il ne faut pas oublier que de l'autre côté de la frontière, côté pakistanais, ils ont pu avoir des communications, des moyens, une ambassade même. Il y a une ambassade talibane au Pakistan et 2 consulats, c'est vous dire. Donc, ils ont bénéficié d'aide, y compris d'hôpitaux, par exemple. Quand ils étaient blessés en Afghanistan, ils pouvaient
pouvaient se replier au Pakistan pour se faire soigner, ce qui n'est pas le cas des soldats de l'armée afghane qui n'avaient pas cette chance. Donc ils ont pu rebâtir leur force et leur force militaire tout simplement. Et puis jamais oublier que les talibans sont une force extrêmement disciplinée, qui ne sont pas en plus liés à un seigneur de la guerre ou à un autre, qui n'ont pas besoin de négocier leur entrée sur un territoire avec d'autres seigneurs de la guerre, comme ça se passait ou ça se passe encore en Afghanistan. Ils sont une force disciplinée, bien équipée, bien entraînée et d'une certaine façon aussi assez bien admise par la population, quand je parle bien de la population rurale, pas de la population des villes. Pauline Simonet, ce que disait Anthony Bélanger il y a un instant, c'est que l'offensive, elle se prépare depuis... Enfin, les talibans se préparent depuis des années, mais l'offensive a vraiment été lancée à partir du moment où Joe Biden a annoncé le retrait des troupes américaines du pays d'ici au 31 août. Pourquoi le gouvernement américain a pris cette décision et est-ce que cette progression, elle pourrait retarder l'échéance ? Alors, il y a toute une série d'explications, mais tout d'abord, il faut savoir que Joe Biden, ça fait des années qu'il plaide pour le retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Même lorsqu'il était vice-président de Barack Obama, c'était déjà sa position. Il estime que les Américains ont terminé, finalement, ont accompli leur objectif initial, l'objectif minimal, qui était de faire en sorte que les talibans ne soient plus vraiment le refuge d'Al-Qaïda. Osama Ben Laden a été tué. Donc, il y a cette idée qu'on a rempli la mission qu'on pouvait remplir. Et pour le reste, cette mission, il y a l'impression qu'on reste 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, on ne remplira pas cette mission de pacifier l'Afghanistan. Puis il faut rappeler aussi que c'est Donald Trump qui a pris la décision de se retirer d'Afghanistan. Il a signé un accord avec les talibans, donc qui prévoyait ce retrait au début du mois de mai. Et donc Joe Biden ne voulait pas rester beaucoup plus longtemps que ce mois de mai. C'est pour ça qu'il a fixé cette date au 31 août, mais il a enclenché le départ des troupes américaines au mois de mai pour ne pas mettre en danger justement ces soldats américains. Et puis ce qu'on peut dire également, c'est que la population américaine, elle, ici, 20 ans après le 11 septembre, elle a l'impression, avec tous ces morts, 2300 soldats américains qui ont été tués, qu'on est dans un enlisement, que ce conflit ne sert plus à rien. Et en plus, il coûte cher. Et ça, c'est l'autre motivation pour Joe Biden, on est en crise économique, après une pandémie, il a plein de plans titanesques à lancer, il a besoin d'argent et c'est aussi une motivation, économiser sur ce budget énorme d'une présence militaire en Afghanistan. Merci beaucoup Pauline Simonet. Le ras-le-bol de la population américaine qui a l'impression qu'on s'enlise dans un conflit qui ne sert à rien en Afghanistan. Oui, mais les conséquences d'une victoire talibane en Afghanistan, est-ce que ça pourrait renforcer la menace terroriste en Occident ? Je pense qu'il y a quelque chose que les talibans ont appris tout de même. Je ne dis pas que Al-Qaïda ne soit pas présente en Afghanistan. Al-Qaïda est présente en Afghanistan, on le sait, dans au moins 15 provinces. Simplement, ils ont d'une certaine manière d'autres chats à fouetter. Ils ont d'abord l'État islamique qui s'est installé et qui est pour le coup l'ennemi commun. Ils ont ensuite à gérer des puissances régionales qui, sans les États-Unis, du coup reprennent un tout petit peu de poil de la bête. Je pense à l'Iran, je pense au Pakistan, je pense à la Russie au travers de l'Azerbaïdjan et de l'Ouzbékistan. Ouvrez une carte et regardez quelles sont les puissances autour et vous comprendrez qu'en fait les talibans préfèrent négocier avec chacune des puissances séparément ou ensemble plutôt que d'avoir affaire à une espèce d'hyperpuissance qui serait l'hyperpuissance américaine. Ce que peuvent faire les Occidentaux sur place, c'est deux choses. D'une part, préparer une crise migratoire évidente. Il y a 30 000 réfugiés en ce moment qui partent d'Afghanistan toutes les semaines. Et encore, ce sont des chiffres de la semaine dernière. Les Turcs sont déjà en train de dire qu'ils voient arriver chez eux quelque chose comme 5 à 10 000 personnes, eux aussi, qui sont en ce moment en train d'essayer d'entrer sur le territoire turc. Donc il va falloir prévoir. Et d'ailleurs, la France l'a fait. Et je suis assez fier de pouvoir dire que la France l'a fait. C'est-à-dire qu'elle a non seulement retiré sur place les gens qui avaient collaboré avec les soldats français, les traducteurs et les gens, et aussi elle va accorder des visas à ceux qui se battaient sur place pour les droits humains et les droits de l'homme et qui ont vocation à devenir réfugiés politiques en France. Une dernière question, Anthony Bélanger, vous parlez de ces mouvements migratoires, de ces gens qui quittent l'Afghanistan pour fuir les talibans. À quoi ressemble la vie de la population civile dans les villes qui sont sous le joug des talibans ? C'est très compliqué à dire parce que, en fait, c'est compliqué à expliquer parce qu'une partie une partie de la population, notamment la population rurale, perçoit les talibans comme étant moins corrompus parce que historiquement ils l'ont moins été, et plus disciplinés, donc moins susceptibles d'être soumis à l'arbitraire que les seigneurs de la guerre, ou même cette administration montée par les États-Unis, ces institutions montées par les États-Unis qui n'ont jamais prouvé leur efficacité au-delà des grands sites urbains. Donc il y a une partie de la population, notamment une population rurale. L'Afghanistan reste un pays rural qui n'ont pas forcément soutien, mais en tout cas ont un a priori plutôt favorable vis-à-vis des Afghans.
Afghans. Le problème, c'est le type de ville qu'ils vont rencontrer. C'est-à-dire, c'est plutôt les citadins. Les gens qui vivent dans des grands centres urbains, qui eux sont des commerçants, sont connectés avec le monde, sont plutôt jeunes. Ne pas oublier que la population afghane est à plus de 50%, moins de 20 ans. Donc elle n'a pas connu elle n'a tout simplement pas connu les talibans au pouvoir. Ils ne savent pas encore. Il y a un a priori favorable ou un a priori de on verra bien dans la population rurale. Dans les zones pashtunes, les talibans sont avant tout un mouvement nationaliste pashtun avant d'être un mouvement religieux, même si c'est un mouvement religieux radical. Mais par contre, il ne faut pas faire l'erreur de penser qu'ils se sont modernisés. Non, non. Il s'agit bien d'un mouvement radical religieux. C'est les mêmes talibans qu'il y a 20 ans. C'est les mêmes talibans d'un point de vue moral et religieux. On en a les preuves chaque jour. Simplement, on va dire qu'ils bénéficient pour l'instant tout simplement de la faveur des vainqueurs et du fait qu'ils sont perçus comme moins corrompus en tout cas. Merci beaucoup Anthony Bélanger pour toutes ces explications. 19h42, on va revenir en France, la crise sanitaire. L'heure n'est plus au doute, ça c'est les mots d'Olivier Véran qu'il a eu hier depuis la Martinique, passablement agacé le ministre de la Santé face aux fake news qui circulent sur la vaccination, des fausses informations massives. D'où viennent-elles? Comment expliquer qu'elles ont un tel écho? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ce soir avec vous, Raphaël Grabli. Bonsoir, chef du service tech de BFM TV. On sera aussi également en direct avec Sylvain Cavalier, consultant Fact and Furious, agence de fact-checking, youtubeur de la chaîne Le Débunker des Étoiles. Vous êtes un complotiste repenti. Vous allez nous expliquer dans un instant ce que c'est. En plateau, Jad Zahab, essayiste et auteur de Retrouver la République aux éditions de Cherche Midi, qui nous accompagne toujours, ainsi que le professeur Patrick Berche, médecin biologiste, membre de l'Académie de médecine et ancien directeur général de l'Institut Pasteur à Lille. D'abord, Raphaël Grabli, quelles sont les fake news qui sont les plus répandues sur la vaccination? On va dire qu'il y a 3 grands domaines de fake news. Il y a d'abord des fake news qui répondent en fait à des questions qui peuvent paraître totalement légitimes sur les effets secondaires des vaccins, mais malheureusement, il y a des données qui sont très sérieuses et qui sont interprétées et transformées pour en faire des fake news. Un exemple très simple, c'est une fausse information qu'on retrouve souvent, c'est les dizaines de milliers de morts supposées du vaccin parce que ce serait déclaré dans les systèmes, par exemple, de pharmacovigilance en Europe, aux États-Unis. Et en fait, il y a une confusion avec les décès qui sont de personnes qui ont été vaccinées, mais comme dans une population normale, et le médecin en plateau l'expliquera beaucoup mieux que moi, mais voilà, et qui est confondu avec des décès qui seraient liés directement au vaccin. Donc, il y a vraiment des fausses informations qui donnent des chiffres totalement fantasques sur des décès qui seraient liés au vaccin. Il y a d'autres interrogations, il y a beaucoup de fausses informations sur des effets, par exemple, sur les femmes enceintes, sur des fausses couches qui seraient causées par de la vaccination. Après, il y a des fausses informations aussi sur l'efficacité des vaccins, qui sont assez fréquentes aussi, notamment sur le fait que ces vaccins ne fonctionneraient pas, notamment parce qu'il y a des pays où il y a beaucoup de personnes vaccinées, où l'immense majorité, où la majorité de la population est vaccinée, et donc il y a des gens vaccinés dans les hôpitaux, et certains utilisent ça pour, entre guillemets, essayer de démontrer que les vaccins ne fonctionneraient pas. Et puis après, il y a des fausses informations qui sont, on va dire, on tombe dans le complotisme, qui sont extrêmement fantasques, avec des effets magnétiques, avec le vaccin qui ferait que le smartphone ou une pièce de monnaie tiendrait sur le bras. Et ça peut faire sourire, mais malheureusement, c'est une fausse information qui circule énormément. Et puis, il y a des fausses informations qu'on retrouve depuis maintenant des mois auprès de certains complotistes, selon laquelle le vaccin serait en fait créé pour nous injecter une puce, pour nous tracer par une secte secrète, entre guillemets. Là, on est dans l'extrême, mais ça représente quand même des milliers de personnes. Professeur Patrick Berche, on va revenir vers vous dans un instant, Raphaël Grabli, mais avant, professeur, je profite de votre présence en plateau. Faisons un petit peu de fact-checking. Bon, on va pas tous les faire, hein. Mais alors, on va reprendre les plus répandus. Le vaccin qui ferait des dizaines de milliers de morts. Alors ça, c'est une fake news. Alors elle est particulièrement vicieuse, celle-là, parce que voilà, quand vous vaccinez les gens sont suivis par en France, je parle de la situation de la France, par l'ANSM, qui suit tout ce qui se passe et qui note tout ce qui se passe. Si vous avez un accident de voiture 15 jours après, on dira vacciné, accident de voiture. Si vous mourrez pour une autre cause, on va vous ficher. Alors, cette fake news, elle a utilisé le fait que parmi les décès, il y a beaucoup de gens qui ont été vaccinés. Mais oui, parce qu'ils ont été, parce qu'ils sont morts, parce qu'ils étaient vieux. Oui. Vous voyez, il y a beaucoup plus de vieux qui ont été vaccinés. C'est pas le vaccin qui les a tués. C'est pas le vaccin qui les a tués. Et ça, c'est une fake news qui est redondante, assez vicieuse, parce qu'elle mélange un peu de vérité avec... Mais c'est le problème du lien de causalité.
le lien de causalité pour affirmer qu'un accident qui suit une vaccination est bien lié à la vaccination. Il faut établir le lien de causalité, ce qui est fait systématiquement, étudié systématiquement par les agences. Alors, il y a une autre fake news qu'on entend beaucoup, c'est sur l'efficacité des vaccins. On entend beaucoup de personnes dire « non, mais en fait, ils ne sont pas efficaces parce qu'on voit bien que de toute façon, il y a des personnes vaccinées qui sont contaminées et que les personnes vaccinées, elles contaminent autant, enfin, elles sont aussi contagieuses que les personnes non vaccinées. » Alors, comme le soulignait le ministre, il a dit que à la Martinique, par exemple, en réanimation, il n'y a que des non-vaccinés. Il n'y a pas de vaccinés. Et en France, on a 5% à peu près des gens en réanimation qui sont vaccinés et 10% des gens hospitalisés qui sont vaccinés. Tous les autres, c'est des non-vaccinés pratiquement. Donc la vaccination est efficace en cela qu'elle protège les gens contre les formes graves et elle protège pas totalement comme tous les vaccins. C'est un vaccin extraordinaire qui protège à 90-95%. C'est extraordinaire. Le vaccin contre la grippe protège à 60%. Donc, et puis alors on mélange là-dedans le fait que vous puissiez être vacciné et que vous pouvez vous réinfecter, être porteur du virus quelques jours. Et donc c'est là où on mélange subtilement, c'est pas efficace, regardez, je peux transmettre le virus. Non. Quand vous regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne et en Israël, eh bien, il y a presque personne, il y a presque pas de décès, il y a presque personne, et pourtant le virus peut circuler. Ça, c'est la vaccination permettra de rendre le virus endémique, c'est-à-dire qu'on va vivre normalement, peut-être avec quelques mesures barrières, mais on n'aura pas de gens en réanimation, hospitalisés, des cas graves, on va éviter tout ça. Et c'est le seul moyen de se sortir de ça, sinon ça peut durer des années. Sylvain Cavalier, je viens vers vous. On va parler dans un instant de votre histoire qui est un peu particulière. Je vous présentais tout à l'heure comme un complotiste repenti, mais avant, juste votre avis. Là, ce qu'on vient de faire avec le professeur Patrick Berche, ce jeu jeu entre guillemets, ce question-réponse, ce fact-checking, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va convaincre cet échange, les complotistes? Écoutez, il y a des études dessus, hein, bien sûr. Il y a une étude récente de l'American Economic Journal qui dit que sur deux groupes qui étaient exposés à des fausses informations, le groupe qui était exposé en même temps à des informations de fact-checking partageait 45% de moins que les autres les fausses informations en question. Donc il y a des études comme ça qui commencent à sortir, qui commencent à montrer que ça montre une utilité, que c'est complémentaire évidemment avec d'autres mesures, avec des mesures, je sais pas, d'éducation à l'esprit critique à l'école, des choses comme ça. Mais en tout cas, ça commence à montrer une certaine utilité. Alors bien sûr, vous n'allez pas convaincre des gens qui sont ultra convaincus que la Terre est plate, que les extraterrestres sont là et que le Covid, nanana. Enfin voilà, si c'est vraiment des gens très très convaincus, on va rien pouvoir faire, ou en tout cas pas dans l'immédiat. Mais pour des gens qui se posent simplement des questions, qui sont de bonne foi, en fait, le fact-checking semble montrer une certaine efficacité. Oui, parce qu'il y a de tout. Hein. Quand on parle de complotistes, il y a des gens qui vont être perméables à certaines fausses informations. Là, les informations qu'on a évoquées, c'est typiquement qui se posent des questions sur l'efficacité de la vaccination. Et puis après, on a des choses complètement fantasques sur le vaccin, par exemple, qui peut rendre le bras magnétique, où là, on verse vraiment dans du complotisme pur. Oui, complètement. Il y a des thèses vraiment très très farfelues, notamment qui sont liées à la 5G. Vous savez, comme quoi possiblement en fait, ça serait une espèce de complot qui ferait en sorte qu'une fois vacciné, on serait possiblement contrôlé à distance par les ondes 5G ou ce genre de trucs, ou la prise de contrôle du monde par Bill Gates, Soros, etc. Enfin. On voit vraiment toutes sortes de choses. Il faut faire la part des choses parce qu'il y a beaucoup de gens de bonne foi qui se posent simplement des questions, qui doutent, qui ont un peu peur, qui sont un peu inquiets par rapport au vaccin parce qu'ils voient passer plein de choses, plein d'informations contradictoires sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous ultra complotistes. Raphaël Grabli, comment se répandent ces fausses informations et qui sont derrière ces fake news ? Il n'y a pas forcément un profil type de celui qui répand à la fake news, mais on va dire qu'il y a l'amorce la plus violente, la plus extrême, et là il y a des profils un peu différents, mais il y a des stars en fait qui ont émergé. Je ne vais pas forcément les citer pour pas leur faire de pub, mais il y a des stars qui ont émergé sur les réseaux sociaux, sur Facebook, avec des pages qui avaient 300 000 abonnés, donc c'est absolument énorme. Il y a même eu des journées ou des vidéos, et là je parle de fake news, où on parle de nous implanter une puce 5G sous la peau. C'était vraiment la fake news la plus extrême. Des vidéos sur Facebook qui étaient parmi les vidéos les plus vues au sujet du Covid sur une journée. Donc c'est absolument monumental. Et c'est vrai que les réseaux sociaux ont parfois un petit peu tardé à réagir. Et puis après,
il y a tout ce qui fait chambre d'écho, il y a tout ce qui relaie ces fake news, ou tout ce qui joue un petit peu, qui ne franchissent pas forcément la ligne jaune, mais qui l'approchent parfois avec des politiques qui tentent en fait de séduire cet électorat. Alors soit un électorat complotiste, c'est vrai, mais aussi effectivement un électorat de gens qui sont en défiance vis-à-vis des institutions, des médias aussi d'ailleurs, et qui tentent en fait de rallier des électeurs. Et vous avez aujourd'hui, je ne vais pas forcément les citer, mais quelques politiques, dont plusieurs candidats à la présidentielle, qui n'ont pas peur de relayer des fake news pour essayer d'attirer des électeurs. Donc il y a d'une part la partie extrême qui nourrit un petit peu les réseaux sociaux avec une diffusion importante, c'est pas du tout négligeable, on parle de centaines de milliers de vues, voire de millions de vues, et après, avec un relais sur des messageries, c'est-à-dire le bouche à oreille numérique, des messages WhatsApp tout simplement, et là c'est impossible à chiffrer, et puis après voilà, cette chambre d'écho avec des personnalités plus connues, ou certains artistes, certains chanteurs qu'on citera pas forcément, mais qui eux ont un véritable impact. Oui, la problématique, Jad Zahab, elle est là aussi. C'est qu'on a ces fausses informations qui naissent sur Internet, mais derrière, on a des relais officiels de la part notamment de certains politiques qui légitiment ces fausses informations. Oui, tout à fait. Et ça pose d'ailleurs un vrai sujet, puisque dans quelques semaines, on va rentrer dans la période de pré-campagne présidentielle et législative. Et à l'heure de la désinformation, ça pose une vraie question sur le débat démocratique, parce qu'avant même d'avoir une opposition d'idées qui est très saine dans notre démocratie, dont les partis vont se saisir, il va falloir combattre pour rétablir la vérité. Et donc, on voit que c'était très très justement à l'instant, que ça peut avoir un impact politique, qu'il y a des puissances étrangères aussi qui parfois investissent dans cette désinformation, parce que pour eux, ça permet d'avoir une influence sur les résultats électoraux. On l'a vu au moment de l'élection présidentielle aux États-Unis, Donald Trump face à Joe Biden. Les vérités politiques, il peut y en avoir autant qu'on veut, et Donald Trump avait construit des récits alternatifs, et ça pose une question d'ordre démocratique, parce que si on n'est même plus d'accord pour se dire ce qui est la vérité ou pas, c'est difficile ensuite d'en débattre. Ça, c'est le premier point. Et ça pose aussi la question, c'était dit à juste titre à l'instant, de l'éducation, des réseaux sociaux, de la responsabilité des plateformes numériques aussi. Le gouvernement et le législateur a essayé ces dernières années d'adopter des dispositifs qui visent à encadrer les plateformes numériques, notamment pour la question du terrorisme, mais sur les fake news, c'est un vrai sujet aussi. Et si on prend un peu de hauteur, la période qui va s'ouvrir va sans doute être l'occasion pour les spécialistes des fake news de continuer encore et toujours à expliquer, parce que le combat pour la vérité, il est même plus important que le combat idéologique. Sylvain Cavalier, vous avez basculé dans le combat pour la vérité, parce que maintenant vous faites du fact-checking en ligne, mais avant vous étiez un complotiste. Vous avez adhéré à ces théories qui étaient parfois farfelues. Est-ce qu'avec le recul, vous comprenez pourquoi ça a eu un écho chez vous ? Oui, j'avais adhéré effectivement à un certain nombre de théories complotistes par rapport à la construction des pyramides par une autre civilisation que celle qu'on nous dit, par rapport aux chemtrails, à HAARP, un certain nombre de théories du complot. Ça m'avait beaucoup séduit à l'époque parce que, vous savez, quelque part, il y a quand même une espèce d'impression de rentrer dans un champ de connaissances nouveau qu'on nous cache. C'est très séduisant. Et je comprends vraiment qu'une fois qu'on rentre dans cet univers-là, on soit curieux et qu'on ait envie en fait de passer d'une théorie à une autre, d'apprendre plein de choses, d'avoir l'impression vraiment d'apprendre plein de choses. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai pu, au bout de quelques années bien sûr, j'ai pu me rendre compte que certaines de ces théories-là étaient complètement falsifiées, complètement fausses, dans des domaines que je connaissais, en fait, notamment sur l'homme sur la Lune. Vous savez, la théorie du Moonhoax, donc le canular lunaire, la théorie du complot qui dit qu'on ne serait jamais allé sur la Lune. Je connaissais plutôt bien le domaine, et il y avait des tas de trucs qui me dérangeaient dans les vidéos complotistes sur ce sujet, et petit à petit, ça m'a beaucoup travaillé, et c'est là, en fait, que je me suis mis à débunker seulement ce sujet. Puis après que j'ai commencé à me remettre en question sur d'autres sujets, ça a été très long. C'est un processus qui prend des semaines, voire des mois, de vraiment changer d'avis de manière importante sur ces sujets-là, en fait. Et alors vous dites que c'est parce que justement il y avait une information sur un domaine que vous connaissiez bien et ça a été le déclic chez vous. Est-ce que tout le monde peut être perméable à ces fausses informations ? Oui, bien sûr. On s'aperçoit que tout ce qui est les informations sur le magnétisme, par exemple, du vaccin, etc., ça touche un grand nombre de gens autour de nous qui sont pas forcément bêtes. C'est juste qu'on voit passer tellement de choses sur les réseaux sociaux, tellement d'informations contradictoires, qu'un peu tout le monde peut se laisser avoir à un moment donné. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment les complotistes et les non-complotistes. Je dirais qu'on est tous un peu complotistes, mais à différents degrés, et qu'on a tous une certaine appétence à essayer de voir une intention cachée derrière les événements, derrière les choses qui se passent autour de nous, et que
parfois on a raison, hein, mais voilà, cette espèce de recherche d'intention systématique sans preuve, c'est quelque chose de très humain finalement. On l'est tous plus ou moins à un certain degré, et je pense qu'il faut juste faire preuve d'esprit critique, appliquer à un petit peu tous les sujets qu'on voit autour de nous, essayer de vérifier les infos, quel que soit le contexte, même si l'info nous plaît beaucoup, allez vérifier qui est l'auteur, qui l'a publié, d'où ça vient. C'est des réflexes à prendre, tout simplement, et qu'on peut tous prendre, vraiment. Mais professeur Patrick Berche, il y a aussi des réflexes d'aller voir qui publie l'information, qui donne l'information, mais il y a aussi une défiance vis-à-vis des paroles officielles, vis-à-vis des médecins aussi. Parce qu'on entend aussi un certain nombre de manifestants, notamment, qui disent mais les médecins, de toute façon, ils sont à la solde des labos, ils sont payés par les labos pour faire la promo du vaccin, donc voilà, ils n'ont pas un discours objectif. Oui, moi je rappellerai simplement que la meilleure façon de lutter contre les fake news, c'est de se rapporter à la science, aux faits scientifiques. Et cela, c'est publié par les académies, c'est publié par toutes sortes de sites officiels qui vous donnent les publications originales. Il y a plein de balbutiements de la science, justement, sur l'épidémie de Covid. Est-ce que ça a pas alimenté les fausses informations? C'est normal, voilà un virus qui émerge, on ne sait pas, on vous demande l'avenir. Moi, je ne sais pas l'avenir. Voilà. Non, on l'a peut-être pas suffisamment dit, ça. On ne sait pas. Et puis, il peut y avoir des contradictions. Et on peut être entre experts pas d'accord. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses. Mais c'est ce qu'on a découvert, nous, profanes de la science, les journalistes pendant aussi, cette épidémie. Non, mais on a découvert que les scientifiques n'étaient pas forcément d'accord entre eux. Oui, parce que c'est le débat. La science, c'est avant tout une discussion entre scientifiques avec des points de vue différents. Et voilà, je pense qu'il faut revenir à la science. Et je voulais dire aussi que un des problèmes pour les fake news, moi je crois que la cible, c'est les gens qui ne sont pas anti-vaccination mais qui ont peur. Oui, il faut lutter contre ça, et ceux-là, ils sont faciles à rattraper en se basant sur des faits scientifiques. Merci beaucoup professeur, merci Jad Zab, et je vous remercie également Sylvain Cavalier. Alors, preuve que la science n'est pas toujours exacte, celle de la météorologie. Pour le coup, d'un extrême à l'autre, la météo qui s'est bien jouée de nous là depuis l'été. Bonsoir Patrick Marlière, vous êtes météorologue, vous êtes directeur d'Agathe Météo. Il y a encore 5 départements qui sont en alerte canicule dans le sud-est, les Alpes-Maritimes, le Var, les Alpes-de-Provence, la Drôme et l'Ardèche. Déjà, est-ce qu'on a battu des records de température aujourd'hui ? Non, des records de température, non, mais il y a eu plus de 200 villes en France aujourd'hui où on a dépassé les 35 degrés, 40 villes où on a dépassé les 39 degrés, 10 villes où on a dépassé les 40. Donc oui, il a fait extrêmement chaud, particulièrement dans le sud-est. Vous avez cité les départements en vigilance orange, eh bien, les départements limitrophes aussi ont connu des températures très élevées. Ce ne sont pas des records, mais évidemment, ce sont des températures suffocantes, et d'où l'alerte canicule qui va perdurer au moins jusqu'à dimanche. Quoi, ça y est, on va respirer ? Oui, à partir de lundi, on va respirer. Alors malheureusement, avec cette sécheresse et ces températures très élevées, parce qu'elles resteront quand même au-dessus de 30 degrés. Donc attention, parce qu'à partir du début de la semaine prochaine et à partir de mardi, mercredi, les vents vont nettement se renforcer. Donc un autre événement sera à surveiller, ce sont les risques incendies qui devraient menacer les régions autour de la Méditerranée. Une question plus générale, Patrick Marlière, on parlait de l'exactitude de la science, les prévisions météo qui n'ont pas été très fiables pour cet été. Comment vous l'expliquez ? Les prévisions saisonnières, ça varie avec 3 paramètres météo, et à partir de ces 3 paramètres sur l'évolution sur les mois à venir, on essaye de déterminer quel sera le temps sensible. Alors c'est parfois très difficile quand on va au-delà d'un mois, 2 mois, et là effectivement en avril-mai, on annonçait un été plutôt sec et chaud, ça n'a pas été le cas, et là on annonce une deuxième quinzaine d'août qui sera beaucoup plus agréable, ça sera quasiment le cas jusqu'à la fin du mois, et un mois de septembre qui sera presque en été indien. C'est sûr ça, vous nous le promettez ? Allez, on prend les paris et on se retrouve début septembre. Prenez pas trop de risques quand même, Patrick Marlière. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce soir. Il est 20h. Bienvenue si vous nous rejoignez à la une. Il avait baptisé son opération la révolution des chocolats. Une figure du complotisme a été arrêtée ce matin dans le Loiret. Cet ancien gendarme et parachutiste militaire se rendait dans les brigades de gendarmerie avec des boîtes de chocolat pour convaincre les gendarmes à se soulever contre le gouvernement. Toujours là et plus nombreux, les antipasses de retour dans la rue. Demain, 250 000 personnes attendues selon les services de renseignement. Le mouvement prend de l'ampleur, la contestation plus vive dans le sud. Pour quelles raisons ? On verra ça. Vous entendrez également des témoignages bouleversants de patients à l'hôpital d'Ajaccio. Parmi eux, Laurent, il a 33 ans, il était en bonne santé, il se croyait à l'abri. Il a été admis en réanimation. Il raconte son expérience et ses regrets. Et puis la bataille contre les fake news, l'heure n'est plus au doute, dit Olivier Véran. Le gouvernement lance la riposte sur les réseaux sociaux pour contrer ces fausses informations. D'où viennent-elles ? Comment se répandent-elles ? Comment tombe-t-on dans le piège ? On décryptera le phénomène.
D'abord donc cette information BFM TV, puisqu'une figure du complotisme a été arrêtée ce matin dans la Loire à